Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Nehal Shafii, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, pourquoi l'Égypte a-t-elle choisi de ce moment précis pour lancer un appel clair à saisir l'opportunité offerte par la situation actuelle entre Washington et Téhéran? Je crois qu'il faut au début comprendre que l'appel égyptien intervient dans un contexte particulièrement délicat où le Moyen-Orient se trouve à la croisée des chemins. En réalité, la région traverse simultanément plusieurs crises. La guerre à Gaza, les tensions en mer Rouge, l'instabilité persistante dans certains États, ainsi qu'une polarisation croissante entre les différents acteurs régionaux. Dans un tel contexte, toute confrontation supplémentaire entre les États-Unis et l'Iran pourrait provoquer un effet domino difficile à maîtriser. Alors, lorsque l'Égypte appelle à saisir l'opportunité d'un accord, elle ne se limite pas à encourager un rapprochement bilatéral. Elle cherche avant tout à préserver l'équilibre régional et à empêcher l'ouverture d'un nouveau front de tension. Oui. D'ailleurs, la diplomatie égyptienne a toujours privilégié la gestion politique des crises plutôt que leur militarisation. Le Caire considère encore qu'un dialogue, même imparfait, reste préférable à une logique d'escalade qui pourrait entraîner toute la région dans une spirale de confrontation. Donc, le message égyptien est essentiellement préventif. Il s'agit d'agir avant que les tensions n'atteignent un point de non-retour. Oui, oui. Selon vous, dans quelle mesure un accord américano-iranien pourrait-il contribuer à réduire les tensions croissantes au Moyen-Orient et surtout sur les inquiétudes pesantes sur l'économie mondiale? Il faut rappeler que la relation entre Washington et Téhéran constitue depuis plus de décennies l'un des principaux facteurs structurants de la sécurité régionale. En réalité, les conséquences de cette rivalité dépassent largement les frontières des deux pays. Elle influence les équilibres militaires dans le Golfe, les dynamiques de la sécurité maritime, les calculs stratégiques de nombreux acteurs régionaux et même certaines décisions économiques internationales. Alors, un accord pourrait d'abord réduire le risque d'un affrontement direct ou indirect entre les deux parties. Cette diminution de la tension aurait un impact psychologique et stratégique important sur l'ensemble des acteurs régionaux. Cependant, il ne faut pas croire qu'un accord résoudrait instantanément tous les problèmes du Moyen-Orient. Les crises actuelles possèdent leur propre dynamique et leurs propres causes. Néanmoins, une amélioration des relations américano-iraniennes créerait un environnement plus favorable à la désescalade et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles initiatives diplomatiques sur plusieurs dossiers régionaux. Donc, même sans transformer complètement la région, un accord pourrait modifier profondément le climat stratégique dans lequel évoluent les différents acteurs. Oui. Si on parle des pires scénarios, quelles seraient les répercussions potentielles d'un échec des négociations américano-iraniennes sur la sécurité régionale et les routes maritimes, les routes de navigation maritime internationale? Je crois que le principal danger réside dans le risque d'une escalade progressive mais continue. Un échec de négociation pourrait renforcer le courant les plus éthiques au sein des deux camps et réduire davantage l'espace politique disponible pour la diplomatie. Alors, le premier impact concernant probablement la sécurité régionale, les tensions pourraient se traduire par une augmentation des incidents militaires ou sécuritaires dans plusieurs zones sensibles. Le deuxième impact toucherait directement les voies maritimes stratégiques. Les détroits et les routes commerciales au Moyen-Orient jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale. Or, toute perturbation de ces routes pourrait affecter le commerce international, les chaînes d'approvisionnement et les marchés énergétiques. Il existe également un impact politique plus large. Un échec pourrait renforcer la méfiance entre les acteurs internationaux et compliquer davantage la gestion d'autres crises régionales. Donc, les conséquences dépasseraient largement le cadre des relations américano-iraniennes. Concernant la dimension énergétique est absolument centrale dans cette équation. Le Moyen-Orient demeure l'une des régions les plus importantes pour la production et l'exportation d'hydrocarbures. Par conséquent, toute évolution géopolitique majeure dans cette zone
influence certainement et directement les marchés mondiaux. Alors, lorsqu'une tension apparaît entre Washington et Téhéran, les marchés réagissent immédiatement à la perspective d'un risque accru pour les approvisionnements énergétiques. À l'inverse, un accord pourrait réduire cette prime de risque géopolitique et favoriser une plus grande stabilité des prix. Cette stabilité est particulièrement importante dans le contexte actuel où de nombreuses économies cherchent encore à consolider leur croissance après plusieurs années marquées par des crises successives. D'ailleurs, les investisseurs internationaux accordent une grande importance à la prévisibilité. Plus l'environnement géopolitique est stable, plus les investissements et les échanges économiques peuvent se développer. Donc, un accord éventuel aurait des implications bien au-delà du seul dossier nucléaire ou sécuritaire. Parfait. Selon vous, quel rôle les puissances régionales, et notamment l'Égypte et les pays médiateurs, peuvent-elles jouer pour soutenir la désescalade et les mesures de confiance entre les parties en conflit? En effet, l'Égypte dispose aujourd'hui de plusieurs atouts qui lui permettent de jouer un rôle important dans les efforts de stabilisation régionale. D'abord, elle entretient des relations diplomatiques avec un large éventail d'acteurs internationaux et régionaux. Cette capacité de dialogue constitue un avantage stratégique majeur. Ensuite, l'Égypte bénéficie d'une expérience reconnue dans les processus de médiation et de gestion de crise. Alors, son rôle ne consiste pas nécessairement à intervenir directement dans les négociations américano-iraniennes, mais plutôt à soutenir un environnement favorable au dialogue. Le cadre peut encourager les initiatives diplomatiques et promouvoir les mécanismes de confiance et défendre une approche fondée sur le respect de la souveraineté des États. D'ailleurs, dans une région marquée par de profondes rivalités, la capacité à maintenir des canaux de communication ouverts devient un élément donc essentiel de la stabilité. Donc l'Égypte agit avant tout comme un acteur de modération et d'équilibre. Oui. En ce moment quand même actuel, représente-t-il une véritable opportunité de redéfinir les équilibres régionaux ou s'agit-il simplement d'une trêve temporaire dans un conflit plus prolongé? C'est sans doute la question la plus complexe, parce qu'elle touche l'avenir même de l'ordre régional. En réalité, nous observons aujourd'hui deux tendances contradictoires. D'un côté, il existe une fatigue croissante face au conflit prolongé et une volonté de privilégier les solutions diplomatiques. De l'autre, plusieurs facteurs de tension demeurent présents et continuent d'alimenter la méfiance entre les acteurs. Alors, il serait excessif de parler dès maintenant d'une transformation historique. Cependant, il serait tout aussi erroné de minimiser l'importance de cette phase actuelle. Si les différentes parties parviennent à instaurer des mécanismes durables de dialogue et de confiance, nous pourrions assister à une évolution progressive vers un système régional plus stable et plus prévisible. En revanche, si les divergences fondamentales restent sans solution, cette période pourrait n'être qu'une parenthèse avant le retour des tensions. Donc tout dépendra de la capacité des acteurs à transformer une opportunité diplomatique ponctuelle en processus stratégique durable. Et c'est précisément ce que souligne aujourd'hui l'Égypte. La région n'a pas besoin d'une nouvelle confrontation, mais d'un cadre politique capable de gérer les différends sans recourir à l'escalade. Oui. Quand on parle également de ce conflit, on doit mentionner qu'il a été initié par Israël le 28 février. Néanmoins, Israël ne figure pas sur la table de négociation entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Iran. Mais néanmoins, on a l'impression que Israël est toujours là sur la table de négociation. Ou comment analysez-vous cette situation? On sait très bien que la réaction israélienne semble plus réservée face à la perspective d'un accord entre Washington et Téhéran. Cette position traduit une divergence stratégique avec l'administration de Trump de la manière de gérer le dossier iranien.
Je pense qu'il faut distinguer ici l'objectif final des moyens utilisés pour l'atteindre. Sur le fond, les États-Unis et Israël partagent une préoccupation commune, empêcher l'Iran d'acquérir une capacité nucléaire militaire et éviter que son influence régionale ne se transforme en menace directe pour la sécurité régionale. Cependant, là où les nuances apparaissent, c'est sur la méthode. En Israël, de nombreux responsables considèrent que la pression maximale constitue le moyen le plus efficace pour contraindre Téhéran à modifier son comportement. À l'inverse, le président Donald Trump a surpris une partie de la classe politique israélienne en laissant ouverte la possibilité d'un dialogue direct et d'un accord négocié. Alors, pour certains responsables israéliens, cette orientation a suscité des interrogations. Ils craignent qu'un accord insuffisamment contraignant ne permette à l'Iran de gagner du temps ou de renforcer progressivement sa position régionale. Mais du côté américain, le calcul est plus global. Washington doit prendre en compte non seulement la question iranienne, mais aussi la stabilité des marchés énergétiques, la sécurité des voies maritimes internationales, Oui, certainement. le coût potentiel d'une confrontation militaire et les priorités stratégiques américaines à l'échelle mondiale. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'un désaccord sur les objectifs, mais plutôt d'une différence d'appréciation sur les outils à privilégier. La pression seule ou la combinaison de la pression et de la diplomatie. Et c'est précisément ce qui rend la période actuelle particulièrement intéressante. Parce que si les négociations aboutissent, elles pourraient redessiner non seulement les relations entre Washington et Téhéran, mais également certains équilibres stratégiques au sein des alliances traditionnelles de la région. La véritable question aujourd'hui est donc de savoir si un accord est capable de répondre aux préoccupations sécuritaires d'Israël tout en offrant aux États-Unis la stabilité régionale qu'ils recherchent. Oui. Également, quand on parle d'un accord cadre pour arriver à un cessez-le-feu et arriver à une, je dirais, une transition des actions militaires aux actions de négociation et de politique et de diplomatie, selon vous, comment peut-on arrêter cette crise qu'a générée Israël contre le Liban surtout? Je pense que la situation dans le sud du Liban illustre parfaitement la complexité de la crise régionale actuelle. En effet, alors que la tension internationale se concentre sur les négociations entre Washington et Téhéran, plusieurs foyers de tension continuent de rester actifs sur le terrain, notamment à la frontière libano-israélienne. Cela démontre que les enjeux régionaux sont profondément interconnectés et qu'aucun dossier ne peut être totalement isolé des autres. Oui. Alors le maintien des tensions dans le sud du Liban envoie un double message. D'autre part, il rappelle que la situation sécuritaire régionale demeure fragile et susceptible de connaître de nouvelles escalades à tout moment. D'autre part, il souligne l'urgence de parvenir à des mécanismes politiques capables de contredire les crises avant qu'elles ne s'étendent. Il faut également comprendre que le Liban occupe une position particulièrement sensible dans les équilibres régionaux. Toute détérioration de la situation sur ce front pourrait avoir des répercussions dépassant largement les frontières libanaises et affecter l'ensemble du climat stratégique au Moyen-Orient. Donc, à l'approche d'échéances diplomatiques importantes, la priorité pour de nombreux acteurs internationaux et régionaux reste d'éviter toute escalade susceptible de compromettre les efforts de dialogue en cours. Cela ne signifie pas que les négociations et les tensions militaires évoluent dans des sphères totalement séparées. Mais au contraire, chaque développement sécuritaire sur le terrain influence directement l'environnement politique dans lequel se déroulent les discussions diplomatiques. C'est pourquoi la stabilité du sud du Liban constitue aujourd'hui un élément important de l'équation régionale. Plus les tensions persistent sur ce front, plus les négociations deviennent complexes. À l'inverse, toute rééducation de l'escalade contribuerait
à créer un climat plus favorable aux efforts diplomatiques en cours. En définitive, le défi majeur consiste à empêcher que les crises locales ne se transforment en facteurs capables de faire dérailler des négociations dont l'enjeu dépasse largement les frontières d'un seul pays et concerne l'ensemble de la sécurité régionale. Aujourd'hui, le sud du Liban n'est pas seulement un front militaire, il est aussi un baromètre de la capacité des acteurs régionaux et internationaux à contenir les tensions et à préserver les chances d'une solution diplomatique plus large. Oui. Quand on parle également des points de divergence dans cet accord qui attardent l'arrivée à cet accord, comment l'estimez-vous? Est-ce que, par exemple, c'est la question de l'uranium enrichi iranien ou l'ouverture du détroit d'Ormuz sans entrave? Quels sont les points de divergence dans cet accord? Je crois que nous sommes aujourd'hui face à l'un des paradoxes les plus importants de la crise actuelle. À première vue, l'escalade militaire entre Israël et l'Iran semble compliquer davantage les négociations entre Washington et Téhéran. Lorsqu'une région connaît une montée des tensions sécuritaires, la confiance entre les parties diminue naturellement et les marges de compromis deviennent plus étroites. Cependant, une lecture plus approfondie montre que ce type d'escalade peut produire l'effet inverse. Plus le risque d'un affrontement régional devient réel, plus les acteurs internationaux prennent conscience du coût potentiellement catastrophique d'une absence d'accord. Alors nous sommes aujourd'hui dans une situation où la pression militaire et la dynamique diplomatique évoluent simultanément. D'un côté, les tensions atteignent un niveau préoccupant. De l'autre, aucun acteur majeur ne semble avoir intérêt à voir la région basculer dans une guerre ouverte aux conséquences imprévisibles. Pour les États-Unis, par exemple, une nouvelle crise majeure au Moyen-Orient représenterait un défi stratégique considérable à un moment où Washington cherche à concentrer une partie importante de ses ressources sur d'autres priorités internationales. Pour l'Iran, une détérioration supplémentaire de la situation risquerait d'accentuer les pressions économiques et sécuritaires auxquelles le pays est déjà confronté. Donc, malgré le climat actuel, les négociations conservent une importance stratégique majeure. On pourrait même dire que plus les tensions augmentent, plus la nécessité d'un cadre diplomatique devient évidente. Toutefois, il faut rester prudent. Le principal danger aujourd'hui ne réside pas uniquement dans l'échec éventuel des discussions, mais dans lequel d'erreurs de calcul. Dans un contexte aussi tendu, un incident militaire ou une mauvaise interprétation ou une réaction disproportionnée pourrait rapidement provoquer une escalade difficile à maîtriser. Si les négociations aboutissent, elles pourraient contribuer à réduire une partie des tensions et à créer un climat plus favorable à la stabilité régionale. En revanche, si elle échoue, plusieurs scénarios restent envisageables. Le premier serait une poursuite de l'escalade politique et sécuritaire, sans confrontation directe généralisée. Le deuxième serait une intensification des opérations militaires ciblées et des tensions régionales. Enfin, le plus préoccupant serait celui d'un élargissement progressif de la crise, impliquant donc plusieurs acteurs avec des répercussions importantes sur la sécurité régionale, les marchés de l'énergie et l'économie mondiale. Au fond, la véritable question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir si un accord sera conclu ou non. La question est de savoir si les acteurs concernés réussiront à empêcher que les tensions actuelles ne dépassent un seuil à partir duquel le contrôle de la situation deviendrait donc beaucoup plus difficile. Parfait. Votre dernière phrase m'incite à vous demander, est-ce que vous pensez que ce n'est pas tout simplement des rhétoriques qui ont été dites à l'avance depuis le 28 février dernier jusqu'à aujourd'hui? On parle du 14 juin, il y a à peu près 3 mois, et on a entendu parler qu'on est sur le point d'arriver à un accord, qu'un accord est déjà
va être signé dans 2 jours au maximum. On a vu ces rhétoriques à l'avant. Est-ce que vraiment on est sur le point de terminer ce conflit ou comment estimez-vous les indices selon vous? J'ai déjà cité mon point de vue qu'il faut rester très prudent. Parce que le principal danger ne réside pas dans l'échec éventuel des discussions, mais dans le risque d'erreur de calcul. Alors, si les négociations aboutissent, elles pourraient contribuer à réduire une partie des tensions et à créer un climat plus favorable à la stabilité régionale. Si elles échouent, plus de scénarios, on a cité, les scénarios restent envisageables. Espérons pour le mieux. Nehal Shafai, je vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes chercheuse en sciences